Bonjour Anna. Bonjour Hélène. Alors, je suis ravie de te recevoir à mon micro dans Où est le beau. Je suis une grande admiratrice de votre travail avec le collectif Encore que tu as créé avec ton mari, Julien Schaffper, David Pradel et Cyril Marlin, qui sont tes associés. Toi, tu t'es formé à Stockholm, tu es d'origine suédoise, puis à Bordeaux. Tu as travaillé avec de nombreux architectes connus et reconnus, Jacques Ondelat, Rem Koolhaas, Jean Nouvel. En 2018, tu as reçu le prix Casper Saline. Alors, je précise pour celles et ceux qui, comme moi, avant de préparer cet épisode, ont besoin d'une petite précision. C'est en fait la plus prestigieuse distinction décernée par l'Ordre des architectes suédois. Et en plus, je crois que tu as été la première femme à gagner ce prix, donc un immense bravo. Je suis le deuxième. Ah, la Ouais, deuxième femme. ouais. Depuis là, ça en est 50, donc ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est quand même à soulever, Ouais, parce que ouais, c'est quand pas non même, ouais. plus... Ouais. C'est un prix qui est tous les ans. Oui, Donc bon, pas beaucoup quoi. Je mettrai des photos là de ta très belle maison sur Instagram. C'est un peu comme un caillou dans une nature incroyable. Enfin, vous verrez. Depuis, vous êtes installé avec votre agence dans le Béarn, à la frontière avec le Pays Basque. Tu restes une fervente défenseuse de la ruralité, mais d'une ruralité réinventée. Et avec Encore, vous êtes parmi les rares agences qui, depuis le début de votre création, proposaient vraiment une nouvelle lecture, enfin en tout cas une lecture un peu renouvelée, plus humaine et plus écologique de l'architecture. Vous œuvrez pour que l'architecture change de point de vue. Vos projets sont ruraux, mais vous avez des friches, des logements. Le soleil, la lune, les étoiles, les fleurs, les plantes, les oiseaux sont des éléments centraux dans vos réflexions et dans chacun de vos projets. Et c'est ça que j'adore en fait, parce que dans votre manière de penser l'architecture, hein, vous revenez à des choses simples et en fait, avoir envie que des personnes habitent dans des bâtiments qui vont peut-être leur permettre de retomber amoureux de la beauté de la nature et du monde, moi je trouve ça assez formidable. Et pour moi, tu as tout le travail que vous faites à la fois dans la création, conception, réalisation et puis aussi dans vos prises de position et de parole participe vraiment, je trouve, à briser un peu ce rapport mutique qu'on a encore trop avec le monde végétal. On va en reparler tout au long de cet épisode, mais au-delà d'être une architecture vivante, je trouve que votre architecture est aussi une architecture qui relie. Et en fait, on manque de ça aujourd'hui, je crois. Hein. Tu vois, des liens, de ces opportunités, en fait, d'être guidé vers ces prises de contact avec le monde, avec le paysage aussi, tu vois, et c'est exactement ce que vous faites. Et j'adore parce qu'en plus, vos projets sont soit au bord d'une rivière, soit au bord d'un cours d'eau, soit avec des Pyrénées comme ça en panorama, soit les deux parfois d'ailleurs. Et en fait, tout le travail que vous faites, c'est de créer justement des logements où, je sais pas moi, presque des oiseaux vont venir aux fenêtres en fait. Et tu le disais très bien dans une interview que j'ai adorée et que je mettrai en lien dans cet épisode, mais c'est pas juste créer la plus belle fenêtre, mais c'est tout faire pour qu'en fait les oiseaux, tout ce qui nous entoure, les papillons, etc., aient envie de venir rendre visite aux habitants qui habitent dans les lieux que vous créez. Donc, je pense que ça va être passionnant. Vous l'aurez compris, chères auditrices et auditeurs, Anna, tu es vraiment très inspirante et très engagée aussi. Je suis d'ailleurs très contente qu'on puisse avoir cette discussion aujourd'hui. Un épisode presque va pas suffire tellement on aurait de choses à dire et de questions à poser, de choses à remettre peut-être en perspective dans le bon sens. Et pour commencer notre discussion, j'aimerais peut-être que tu nous parles, Anna, tu sais, de cette réalité qui est la nôtre. Et je t'entendais dans cette fameuse interview géniale dire qu'on crée notre réalité, en fait. Et quelle est pour toi, en tant qu'architecte, ta réalité, en fait? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, pour commencer? Comme je suis, c'est pour ça que j'ai un petit accent suédois. Comme je viens de Suède et ma langue c'est le suédois. Donc souvent je fais des comparaisons entre les mots français et les mots suédois. Et en Suède, la réalité, si je le traduis, c'est verklighet. Et verk, si le traduit en français, c'est œuvre. Donc, la réalité, je peux le traduire comme ça, on peut l'appeler œuvre réalité. Et donc, ça veut Ouais. dire, parfois, il y a des gens qui viennent nous voir, qui disent, mais vous êtes vraiment des utopistes qui pensent que vous pouvez changer le monde et il n'y a jamais rien qui change. Et en fait, moi, je dis non, c'est au contraire. Le monde ne cesse pas de changer. Et nous, avec. Et effectivement, notre emprise sur le monde, si on le veut ou pas, fait Mm. que le monde change. Et si on sait ça, si on a compris ça, on peut aussi se dire que je suis responsable de cette œuvre réalité. Parce que si on le voit comme une œuvre, c'est de se dire que c'est comme un travail.
C'est un travail à Mm. accomplir dès le matin. Et encore mieux, on peut dire que si on pense que nous vivons, bon, les grands mots comme ça, mais l'anthropocène, Mm. ça veut Ouais. dire que nous, les êtres humains, nous sommes la plus grande force sur Terre. On n'est plus Ouais. grande que le soleil. Et ça veut dire que si on arrêtait de juste subir cette œuvre réalité, cette réalité, et on commence à le changer réellement comme on veut, là, on est déjà sauvé. Ou en fait, on Mm. était déjà sauvé hier. C'est ça. Donc, Oui, c'est qu'en fait, c'est une fabuleuse opportunité qu'on vit peut-être aujourd'hui de pouvoir imaginer et réinventer autre chose. Mais en fait, il faut pas attendre que ça vienne de quelqu'un de providentiel ou machin. C'est à chaque instant, dans chaque micro-geste. Puis c'est valable en fait dans l'architecture, ce que tu dis, mais c'est valable aussi partout, tu vois, dans tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que dans tous les domaines où on exerce et on est à l'œuvre, comme tu dis, on est responsable à notre micro-niveau, mais chacun, quelque part, on peut être aussi engagé pour faire évoluer certaines idées qui sont devenues un peu des idées fossiles et faire apparaître autre chose, parce que peut-être que c'est ce dont on manque aujourd'hui beaucoup, de créativité, quoi, d'imagination. hmm. Oui, non, mais c'est effectivement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre. Mais il faut pas le voir, l'être humain comme une maladie. On peut être aussi utile que des vers de terre, hein. Je suis certaine de ça. Il faut juste qu'on réfléchisse et qu'on travaille pour faire du bien au lieu de juste Mm. d'être victime de cette réalité créée par quelqu'un d'autre. Ouais, et puis c'est aussi du coup se jouer peut-être des normes, être malin, être un peu impertinent, bousculer un peu les... Enfin, ou contourner, quoi. Je sais pas comment on peut dire, mais j'imagine que vous, dans le monde de l'architecture, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire le nombre de choses que vous devez respecter, c'est stratosphérique. Et pour autant, bah, vous le montrez très bien, quoi. Vous arrivez à faire autrement malgré toutes les contraintes qui existent aujourd'hui. Oui, ça c'est aussi effectivement c'est un autre mot suédois qui on applique à la fois quand nous vivons, mais quand nous travaillons et quand nous créons, parce que c'est effectivement de se dire qu'effectivement c'est vivre, c'est de créer, c'est de œuvrer. Et en suédois, vivre, si on le traduit, ça veut dire finastil. Et finna en suédois, ça veut dire trouver. Et Hmm. effectivement, donc du coup, si tu cherches pas, tu peux évidemment rien trouver. Et ça veut dire qu'effectivement, si tu cherches pas et tu trouves pas, tu vis peut-être, mais tu t'es peut-être beaucoup, beaucoup moins vivant. Et ça, c'est quelque chose à appliquer sur notre travail. Il faut trouver une situation où il faut se permettre de chercher. Et chercher au quotidien, dès le matin, pour tout. Et c'est comme ça qu'on est réellement vivant. Et si on veut que nos bâtiments et nos villes soient vivants aussi, il faudra laisser nos bâtiments aussi se chercher et se trouver. Et donc, du coup, il faut pas Hmm. figer. Il faut pas figer le Ouais. monde. Il faut le laisser vivre. Voilà. Au Ouais. lieu de ce qu'on fait aujourd'hui avec toutes ces normes, toutes ces règles. Mais tu vois, ce que tu dis, ça veut dire aussi apprendre avec sérénité à naviguer dans l'incertitude, dans le risque constant. Parce que quand, du coup, on sort de cette autoroute, qu'on prend les chemins de traverse et qu'on limite, qu'on est obligé de sortir un sécateur pour commencer à tracer un sentier, tu vois, c'est quand même le moment où on va se confronter peut-être à toutes nos peurs. On n'a pas trop non plus parfois été élevé comme ça, et ni formé d'ailleurs, vraisemblablement. Donc ça demande, comme tu le dis, du travail, mais aussi de se libérer peut-être de quelque chose d'automatique où tu vas accepter de se tromper aussi. Hmm. Absolument. C'est vrai que nous vivons dans une société donc on essaie de tout contrôler et enlever toutes les parties de l'inconnu. Or, effectivement, comme on en a parlé, nous ne pouvons rien créer s'il n'y a pas de Mm. l'inconnu. Parce que si on sait ce qu'on cherche, on n'invente rien. Et c'est vrai que j'ai même entendu que même des chercheurs sont obligés, avant d'avoir de l'argent, de dire de quoi est-ce qu'ils vont trouver. C'est quoi leur Ouais, but de leur recherche. Mais effectivement, c'est vraiment ça. Mais comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose de nouveau si on sait déjà ce qu'on cherche? Et
Et effectivement, C'est ça ça, c'est c'est qu'en ouais. fait, ça me fait rire parce que je me dis que on vit des trucs tellement absurdes, tu vois, tellement, on a vraiment l'impression qu'on a pris les choses à l'envers, tu vois, et on se dit mais comment est-ce que aussi on n'arrive pas à se réveiller de ça, tu vois, et qu'on remet pas un peu de bon sens. Enfin, je sais pas, mais c'est. Mmh. Non, non, mais c'est ça qui effectivement aujourd'hui beaucoup, par exemple, quand on travaille dans l'architecture, pour ce que tout le monde sont concernés par ça aujourd'hui, c'est que Mm, on essaye de isoler nos bâtiments. mm, Et avant d'isoler, on est obligé de passer ta maison dans un programme de calcul pour voir ouais, exactement comment tu vas isoler. Or, ce programme de calcul, c'est pas du tout une intelligence artificielle aujourd'hui. C'est un tout petit ordinateur, c'est un tout petit programme qui connaît rien, qui n'a jamais vu un oiseau, qui a pas de pieds, qui n'a jamais mis les pieds sur place, qui ne connaît pas du tout la maison en vrai et qui fait des calculs, donc forcément complètement abstraits et complètement ouais. généralisés. Parce que c'est des calculs, que c'est le même calcul pour toute la France. Même. Je veux dire, c'est même pas qu'il prend en compte exactement, spécifiquement ta maison quand tu fais une rénovation. Mais Ouais. il applique le même partout. Et en fait, forcément, lui, il sait absolument pas calculer. Et donc, c'est drôle parce qu'on a inventé tout ça pour être plus proche de la nature, de faire mieux. Et en fait, ces programmes et ces ordinateurs nous détachent Mm, de la vraie vie et nous ouais. détache de la vie. Qui crée des bâtiments donc complètement sans vie, qui sont pas de tout connectés avec son environnement. Parce que c'est ça aussi que être plus vivant pour un bâtiment. Donc du coup, il faut qu'il Mm, se trouve, mais pour se trouver, il faut qu'il y ait une richesse. Et cette richesse, c'est vraiment de voir le bâtiment comme une toute petite partie d'un très grand univers. Et en l'occurrence, l'univers tout, autant les étoiles, comme le ver de terre, comme l'eau, comme la mer, et aussi le temps, de prendre en compte de qu'est-ce qui se passera dans le futur pour que cet endroit peut continuer à évoluer. ouais. Et alors, du coup, quand tu parles justement du fait que les bâtiments qu'on crée aujourd'hui ne sont pas forcément intelligents, est-ce que cette intelligence, un peu ce bon sens, les bâtiments anciens, en tout cas vous, aujourd'hui, vous vous dites, alors que tout le monde a un peu le réflexe de faire du neuf, vous vous dites, bah, arrêtons d'ignorer tous les avantages de l'ancien. Est-ce que quand vous arrivez sur un bâtiment ancien et là dans les projets dans lesquels vous avez travaillé, peut-être que du coup on peut prendre, tu vois, on peut aborder peut-être ensemble à la fois vos bureaux et puis votre maison avec ton mari et vos enfants, mais qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez comme ça dans un bâtiment à l'abandon ou tu vois quelque chose qui a été fait il y a très longtemps en fait. Hmm. Il faut déjà commencer par le commencement. Disons, pourquoi rénover quand on peut construire neuf? Ça, Mm. on peut commencer avec Oui, cette oui, c'est question-là. une très bonne question. Oui, et effectivement, forcément, si nous rénovons ce qu'on a déjà, on n'occupe pas plus de terre et nous occupons Mm, déjà trop. Et effectivement, nous mm, savons tous qu'il faut laisser la place à la nature. Pas seulement pour manger, parce qu'évidemment, c'est une question, mais pour respirer. Parce que nous ne pouvons pas respirer s'il n'y a pas d'arbres. Et il n'y a pas d'arbres s'il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de nature partout. Et effectivement, donc du coup, je dis pas qu'il faut arrêter de construire neuf complètement, mais nous allons tous commencer par rénover les anciens bâtiments d'abord. Et ils sont pas tous bien, hein, ils sont pas tous au bon endroit et tout ça, mais ils sont toujours cette qualité qui n'occupe pas encore la terre. Donc c'est de une bonne, l'espace, ouais. c'est déjà une Un bonne, bon point. un bon point. Et donc plutôt de parler de réemploi, parler de la rénovation. Voilà. Mm. Et après, donc du coup, ce qu'on fait, c'est ça aussi. Tu auras pu me dire, oui, mais ça coûte peut-être plus cher de rénover que construire neuf, parce que beaucoup de, Oui, c'est l'argument qui est souvent avancé, quoi. oui, Mm. Tout le monde dit ça coûte plus cher, etc. et ça coûte plus cher parce que on ne laisse pas l'ancien bâtiment vivre sa vie. On tient tellement de mettre un bâtiment neuf dans l'ancien bâtiment. Donc, dans cette certaine manière de rénover, les gens, ils construisent deux maisons. Ils ont une vieille maison et après, ils foncent
un bâtiment neuf à l'intérieur. Et après, c'est cette idée que quelqu'un aussi, malheureusement, c'est pas parfois les idées, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que j'ai envie, c'est peut-être ça vient pas de vous, de toi, de ton intérieur, c'est quelqu'un qui a vendu l'idée de lotissement, par exemple, l'idée d'une maison neuve. Et effectivement, ce que se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit souvent des vieilles bâtiments qui ont des qualités complètement incroyables, mais on est tellement figé dans notre désir qu'on rentre un bâtiment complètement neuf. Et quand on fait ça, ces bâtiments, ils perdent toutes ces qualités, forcément. Et l'autre raison qu'on le fait aussi, c'est qu'on essaye à tout prix de pas passer de temps sur place, prendre ce temps de travailler et faire une analyse spécifique pour chaque maison. Et c'est comme ça qu'on peut faire de l'économie. Parce que le moment quand on fait ça, mais on peut pas faire de l'économie de temps. Par contre, il faut passer beaucoup de temps, à la fois pour le paysage autour et dans le bâtiment. Mais quand on fait ça, on peut profiter de ce qui est là. Et c'est là qu'on peut trouver effectivement un bâtiment qui est frais l'été, qui rend chaud l'hiver, qui te protège de la pluie et qui fait venir les oiseaux et qui t'a vu sur la nature et où tu as les arbres pratiquement dans la maison. Mais comment tu fais en fait, vous écoutez presque la maison, le bâtiment? Oui. Qui vous dit des choses? Oui, c'est ça, effectivement, parce que on ne peut pas regarder que avec les yeux. Il faut regarder avec tout ton corps. Il faut marcher avec les pieds, il faut toucher avec les mains. C'est vraiment un regard avec tout ton corps et on regarde très très bien avec les oreilles, effectivement. Et aussi de comprendre quand même que ce que les architectes parfois ont une tendance d'oublier et on l'oublie aussi parce que c'est invisible. C'est cette matière première, c'est l'air. Il est invisible, mais c'est vraiment cette matière complètement fantastique parce que l'air, ça nous permet donc, c'est là où il y a l'âme, c'est là où il y a la vie, c'est là où on respire, mais c'est là où on peut se rencontrer. C'est l'air qui fait le lien avec tout, qui permet le soleil passer, la chaleur, la fraîcheur, etc. Et effectivement, les architectes, normalement, c'est ça que nous avons appris à travailler. Et malheureusement, les ordinateurs qui devraient nous aider à faire ça, on a travaillé, les gens commencent à travailler avec des maquettes en 3D. Et ces maquettes en 3D tu peux pas en fait rentrer des oiseaux vivantes, ni des vers des terres d'ailleurs, ni un peu de vent qui passe. Et ils prennent telle place que tu oublies les choses qui sont vraiment importantes. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle justement de quand on fait la répétition. Je sais plus comment ça s'appelle en français. La répétition générale, la répétition, la répétition générale. Il faut le rater parce qu'effectivement, si tu fais la répétition générale trop bien, tu essaies de le reproduire. Et effectivement, tout ce qui est reproduit est nul parce que c'est effectivement tout ce qui est vraiment bien, tout ce qui est vraiment vivant, c'est dit pour la première fois. Et ce que se passe donc dans l'architecture, si on l'écoute pas assez, si on décide trop en avance et on décide en plus sur l'ordinateur, même sans y aller sur place, et même peut-être travailler sur un pays qui n'est pas le tien, ou travailler dans une région qui n'est pas le tien, où tu connais pas les ouvriers et les entrepreneurs, tu connais pas la terre, tu connais pas la mer, tu connais pas les fleuves, tu sais même pas d'où vient le vent. Forcément, tu ne peux pas être un bon architecte. Tu ne peux pas construire des bâtiments vivants parce que tu n'es pas assez connecté au monde. Donc, tu peux faire peut-être quelque chose qui est joli sur une photo, sûrement, mais pas quelque chose qui est réellement vivant. Et alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement, tu vois, par exemple, pour l'endroit où aujourd'hui vous avez établi vos bureaux, je crois, qui est une ancienne tannerie. Comment est-ce que, par exemple, vous vous êtes connecté à son environnement? Qu'est-ce que vous avez fait, finalement, utiliser aussi comme matériaux? Mais tout à l'heure, tu parlais d'isolation. Peut-être que tu pourras nous dire aussi comment les murs respirent et tout ça. Oui, ouais. Nous, les architectes, nous avons toujours une tendance d'oublier la matière première, qui est l'air. Et effectivement, je pense qu'on l'oublie parce qu'il est invisible. On l'oublie aussi parce qu'on peut pas le vendre. Et il faut le dire effectivement que beaucoup de choses dans l'architecture et dans le comment nous construisons la ville et comment nous vivons est dirigée par des intérêts de l'un ou l'autre.
qui a toujours quelque chose à vendre. Et quand tu es architecte, tu le vois tellement, parce que même le développement écologique est dirigé par des matériaux à vendre, effectivement. Et des matériaux à vendre, et on rajoute des matériaux qui fait que nos bâtiments ne deviennent pas plus écologiques. Ils dépensent plus. Au lieu de dépenser moins, on dépense plus. Et comme on fait nos calculs qui ne prennent pas en compte le vrai soleil, le vrai vent, on se trompe même de calcul, on utilise trop d'énergie à la fin aussi. Mais la tannerie, justement, donc, la première chose à faire, c'est de voir justement le lien avec ce qui se passe autour. De voir aussi, par exemple, qui habite déjà le lieu. Les hirondelles, par exemple, ou d'autres insectes, même des chauves-souris. Et de à tout prix de leur laisser la place et qu'ils sont pas obligés de déménager. Et après, c'est de regarder, c'était des murs en pierre, et à Ouray, notre maison, là où on habite, les murs sont encore plus incroyables parce qu'ils ont 80 cm d'épaisseur. Et ici, ils sont un tout petit peu moins, c'est 60 ou quelque chose comme ça. Mais ces murs a une capacité, donc, du coup, de garder la fraîcheur pendant l'été. Donc là, quand tout le monde est en train de souffrir parce qu'il fait 40 degrés, nos bâtiments restent frais, sans aucune clim, sans rien. Mais c'est quoi le processus? C'est qu'en fait, la chaleur, elle est dans le mur, elle n'est pas dans l'air. Enfin, tu vois, par rapport à une autre façon de faire. Oui, en fait, ce que se passe, c'est que chaque matériau réagit différemment. Donc l'air, par exemple, va très vite. Entre nous, ça fait passer les mots. Mais si, par exemple, si j'essaie de te parler via une pierre, les mots arriveront pas. Donc, c'est les murs en pierre, ça bouge pas. Ça fait pas bouger l'air. Et donc, du coup, un mur en pierre qui est froid, il reste froid longtemps. Très longtemps. Donc, cette inertie, comme ça s'appelle, on peut l'utiliser. Et ça suffit, en fait, justement, au printemps et à l'automne, qu'on met un pull pendant un moment pour que la maison a le temps de vraiment devenir froid. On peut avoir un petit poêle à bois, comme ça, quand on a vraiment froid, juste pour se chauffer un tout petit peu. Et quand la maison est vraiment frais, il reste frais toute l'été. C'est la fraîcheur, c'est comme d'être dans un congélateur sans électricité, voilà. Et l'hiver, ce que nous avons fait à Ouray, par exemple, notre maison, nous avons mis un pompe à chaleur, RO, et on a un chauffage au sol. Et cette sol, donc du coup, ça prend un peu de temps. Petit à petit, il chauffe. Et après, cette sol, il chauffe après les murs. Et après, les murs sont chauds. Et donc, ça veut dire aussi que, par exemple, si j'ai une pompe air, par exemple, donc une pompe à chaleur, qui fait que la chaleur reste dans l'air. Je ouvre la porte, je vais juste aller à l'école, au travail. Là, toute la chaleur part. Mais s'il reste fermé dans la pierre, il reste en place. Et je peux même ouvrir la porte un tout petit peu plus. Je peux oublier les clés, par exemple, et retourner. Sans que ça nuit à cette calcul thermique. Et effectivement, par exemple, les maisons passives, que j'aime tellement pas, parce que qui veut habiter dans une maison passive? On veut habiter dans une maison active, une maison vivante. Mais effectivement, souvent, ils sont donc calculés pour avoir très peu d'inertie. Non, plus maintenant, parce qu'on a changé, mais les premières maisons passives, ils sont très peu d'inertie. Donc, ils chauffent très, très vite. Mais effectivement, ils sont calculés pour que tu n'oublies pas tes clés. Donc, tu as que le droit de sortir 2 fois. Sinon, le calcul ne fonctionne pas, effectivement. Attends, mais quand tu dis que le calcul ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des critères qui sont établis en fonction de, je sais pas moi, par exemple, une journée, les gens vont sortir 3 fois dans la journée. Ouais. Et là, dans la vraie vie, en fait, on va sortir 10. Ouais. Et donc, du coup, ça fout tout en l'air. Ouais. Ok. Complètement. Ça fout tout en l'air. Et effectivement, toute cette partie de l'inconnu et le hasard et la vie, en fait, n'est évidemment pas présent dans nos calculs, parce que nos petits ordinateurs là, qui n'ont ni de pieds, ni d'oreilles, ni de nez même, donc ils peuvent même pas renifler l'air, et donc forcément il ne peut pas connaître la situation, et toutes les choses qui sont importantes, il ne le connaît pas. Et là, en plus, j'imagine que les murs dont tu parles, ils respirent. Enfin, en fait, ils font circuler l'air peut-être aussi d'une certaine façon, etc. Oui, non, mais après, effectivement, ce que nous travaillons, donc,
dès qu'on peut, avec la ventilation naturelle, ce que nous avons fait pour notre maison privée et pour la tannerie. Et c'est tout simple, c'est nous mettons des petits grilles, et c'est des petits grilles que nous pouvons régler nous-mêmes, ouvrir un peu plus pendant l'été et fermer un peu plus l'hiver. Et ce que se passe, en fait, c'est que l'hiver, il fait beaucoup plus froid à l'extérieur et plus chaud à l'intérieur. Donc, l'air bouge plus vite et ton ouverture peut être plus petite. Donc, il faut juste que tu le règles toi-même pour que tu aies une toute petite entrée d'air l'hiver et une très grande ouverture l'été. Et après, tu as un autre endroit où il sort. Donc, tu as ta maison exactement comme n'importe quel autre être vivant. Il y a l'air qui rentre et qui sort. Et donc, du coup, ça veut dire que tout ce qui est vivant, et tout est vivant, a besoin de respirer. Et après, les murs, ça, c'est aussi assez intéressant parce que c'est les murs, les années 50, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a vendu un produit. Justement, si on pose la question, où est le beau? Donc, les années 50, ils ont dit, où est le beau? Moi, j'aimerais bien avoir un mur où on voit pas les taches d'humidité. Parce que ce qu'on voit quand on met de la chaux, par exemple, sur le mur, ça devient très vite, on peut voir l'humidité. Donc, il y a quelqu'un super malin qui a vendu une enduit en ciment où on voit pas l'humidité. Donc, ça reste beau et propre tout le temps. Or, à l'intérieur, le mur s'écroule parce qu'il ne peut pas respirer. Et effectivement, où se trouve le beau? Le beau, il faut avoir des taches et avoir un mur qui respire plus que quelque chose, une surface où ça se voit rien. Le beau, il est vivant. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, tous ces murs-là, et ça, c'est ce qu'on a fait ici à la tannerie, parce qu'il y avait un mur comme ça, la première chose à faire, c'est effectivement enlever l'enduit en ciment. Ça, il faut le faire partout. Même si ça coûte cher, même si c'est compliqué, c'est la première chose à faire pour que les murs puissent respirer, justement. Parce que eux aussi sont vivantes. Et après, ce qu'on a fait à la tannerie, nous avons mis 10 centimètres de béton chanvre à l'extérieur. Donc, c'est deux chanvres qu'on projette sur le mur. Et ces chanvres, ils isolent le mur. Et effectivement, on n'a pas besoin d'isoler avec, et faut surtout pas isoler avec 80 centimètres de laine de verre parce que ça n'isole pas très bien. C'est pour ça qu'on a besoin de tant de centimètres, en fait. Le béton chanvre, ça suffit 10 centimètres et ça coupe le froid. Et donc, du coup, on a le mur en pierre qui garde la fraîcheur ou la chaleur. Et après, on a un couche à l'extérieur qui est assez fin. Donc, on utilise très peu de matériaux qui coupe, fait en sorte juste que la chaleur ne part pas. Et là, quand tu dis que vous avez isolé avec ce béton de chanvre à l'extérieur, pourquoi à l'extérieur et pas à l'intérieur? Enfin, tu vois, une question bête, mais... Oui, le béton de chanvre a quand même lui-même un peu d'inertie. Mais tous les matériaux qui sont isolants, ils sont moins d'énergie que la pierre. Et donc, c'est cette énergie qu'on veut garder pour garder la fraîcheur. Et c'est pour ça que nous aimerons garder la pierre. Et c'est aussi que c'est comme une poêle de masse, par exemple. Si je construis une cheminée, je construis une cheminée. Pourquoi est-ce qu'on construisait des cheminées avec des très gros murs autour? C'était justement pour que quand j'utilisais cette cheminée, la chaleur ne sortait pas dans l'air, mais que la chaleur restait dans les murs. Donc, il faut le voir, en fait, que nos bâtiments, c'est comme une cheminée. Voilà. Donc, c'est ce mur de cheminée qui garde la chaleur. Donc, soit la chaleur, parce qu'on chauffe, ou soit l'été, parce qu'ils sont déjà froids, qui gardent la fraîcheur. Et après, ce qu'il faut penser, donc, du coup, et ça, j'ai pas eu besoin de penser, parce que par hasard, les deux bâtiments que nous avons, ils sont une très longue côté vers le sud. Et vers le sud, ça veut dire que c'est là où il y a le soleil. Et cet soleil, il peut aussi chauffer ton bâtiment directement sans passer par des panneaux solaires. Voilà, économie et écologie. Et comment tu fais alors? Voilà, c'est qu'il faut donc ouvrir la maison vers le sud complètement. Et cette sud, donc du coup, où le soleil, l'hiver, est bas, donc il rentre dans la maison. Et si tu arrives à faire bien ou si tu as la chance, tu trouves un bâtiment où le soleil, il peut taper sur un mur de 80 centimètres et ce soleil, il chauffe cette mur toute la journée et après, il garde la chaleur toute la nuit. Et effectivement, ici, le soleil chauffe nos bâtiments sans rien d'autre. Et après, il faut trouver une astuce qui est assez simple, une toiture qui déborde
qui déborde au moins 2 mètres, 2,5, disons, ou 2 mètres, pour couper le soleil l'été. Parce que l'été, le soleil est haut. Et donc, forcément, il ne rentre pas si on a un toit devant. Et donc, ça veut dire que tu gardes la fraîcheur l'été et tu chauffes l'hiver. Donc, c'est pour ça, et on mettra des photos, mais c'est sublime, en fait. Vous avez des ouvertures immenses sur, justement, la rivière, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, mais en plus, vous avez un paysage à couper le souffle devant vous. Et les espaces extérieurs aussi sont vachement... presque, il y a autant d'espace à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup. Oui, c'est ça, effectivement. À Ouray, c'était aussi une question d'économie. Après, ça peut sembler très beaucoup parce que c'est beaucoup d'argent. Mais quand on a trouvé Ouray, c'était 750 mètres carrés de ferme. Ça se trouve que beaucoup Donc ça, Ouray, c'est votre maison? Oui, c'est notre maison. Ça se trouve qu'il y a plusieurs fermes comme ça qui sont très grandes. Et moi, j'étais plutôt pour peut-être faire juste une toute petite maison dans la maison, comme une petite boîte dans la boîte qui était chauffée et puis le reste restait comme une ruine. Mais mon mari m'a dit, mais non, Anna, je veux pas vivre dans ce chantier. Je veux que tout soit fait et fini et tout ça. Donc, j'étais OK, bon, mais comment faire? Et c'est là qu'on se dit effectivement, mais on fait la moitié d'espace à l'extérieur. Et donc, tous ces espaces, pour vrai, ils fonctionnent vraiment comme des espaces tampons aussi. C'est des espaces qui créent des différentes sortes de microclimats, qui profitent, donc, qui deviennent plus frais l'été, qui est plus chaud l'hiver, qui capte le soleil, qui coupe le vent, ou fait rentrer le vent. Et donc, c'est tout un travail comme ça avec les éléments. Ce qui fait que le climat autour d'Ouray est très, très agréable à vivre l'été comme hiver. Et ici, à la tannerie, on a fait quelque chose qui est peut-être encore plus radical. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé donc 2 grandes ouvertures, ce qu'on peut ouvrir, ce qui est énorme, effectivement. Et ça transforme tous nos bureaux à un belvédère. Complètement. Ouais. Donc, nous travaillons, et comme il y a le soleil qui rentre l'hiver, nous travaillons dehors avec les fenêtres ouvertes, avec le gave, le bruit des gaves tout le jour. Et c'est vrai que le bien-être de gave, donc de cette fleuve qui coule de cette bruit. Et après, c'est aussi que tout le monde sait, on se concentre 1000 fois mieux si on a le vrai oxygène comme ça. Hein, Il y a aussi du coup un espace dont tu parlais là dans une interview que vous avez gardé dans votre bureau. C'est un espace un peu vide où l'improbable peut arriver, etc. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que du coup, c'est un luxe hein, parce que tout le monde à Paris, je pense que c'est compliqué de se les dire, on va laisser un espace vide, mais quand on peut, en tout cas, y penser. Oui, c'est ça. C'est effectivement que nous avons la chance ici à la campagne on peut se permettre dans nos bureaux d'avoir un grand bureau, un grand espace, une salle polyvalente, vide, et qui peut accueillir l'inconnu. Donc, des associations, même le département, d'autres gens qui viennent travailler un moment, ou tout d'un coup, on peut construire des très grandes maquettes, voilà, de quelque chose, effectivement, qui laisse justement le monde de se trouver. C'est un espace en soi qui peut chercher. Et il n'y a rien de mieux, effectivement. Et après, on a l'autre espace qui est on a 2 autres espaces qui est vraiment nos espaces préférés. On a une grande cuisine qui est à la fois une salle de réunion avec une grande bibliothèque. Donc, le plus grand, c'est à la fois bibliothèque, cuisine et salle de réunion. Et aussi avec ce qu'on a fait à Ouray, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on pose les menuiseries à l'extérieur et le moment quand on ouvre, on ne le voit plus, les fenêtres. Et c'est ça aussi qui donne cette sensation que tu es complètement à l'extérieur parce que tu ne vois pas la limite, tu vois pas le cadre. Et c'est là que tu sens que tu es vraiment comme ça. Et donc ça, c'est la cuisine. Et le deuxième espace, c'est notre dortoir. C'est une salle de réunion avec une grande table. Et autour de cette table, il y a des bancs. Et ces bancs, on les a fait juste séparés. À Paris, on est obligé de compter chaque centimètre carré. Mais ici, on a rajouté juste quelques centimètres en plus. Donc, c'est des bancs de 80 centimètres de profondeur. Et dans un endroit où il y a une fenêtre, c'est un lit double. Et on a des matelas. Et comme ça, après le déjeuner,
tout le monde fait une sieste. Et effectivement, il y a vraiment ça que Génial. L'architecture, il peut te mettre à ta place, mais aussi il peut t'ouvrir et te laisser vivre comme tu veux. Et que je pense effectivement de pouvoir faire un sieste au travail comme ça, et chacun a son endroit. On a des photos assez incroyables et où toutes les canapés sont prises par tout le monde. Tout le monde a son petit endroit. C'est un peu comme la crèche, quoi, ou comme l'école maternelle où tout le monde fait. Et après, on a l'autre chose de faire. Donc ça, c'est une pause absolument fondamentale. Et l'autre pause, forcément, on est obligé d'amener les maillots de bain parce que c'est le meilleur endroit pour se baigner au monde. Oui, et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'amener les maillots de bain parce qu'il y a personne d'autre que nous. Donc, effectivement, on peut se baigner nu si on veut. Et effectivement, c'est le Gave qui est incroyable. C'est vraiment un lieu qui fait que tu redeviens enfant. Et c'est le bon positionnement pour être un bon architecte, c'est de se retrouver à cet regard, de regarder tout pour la première fois. Et puis aussi, quand tu dis tout à l'heure sortir, enfin que vous n'êtes pas emprisonné dans un cadre, il y a un autre endroit, alors là c'est dans votre maison, complètement incroyable, où en l'occurrence on est vraiment hors du cadre parce qu'en plus c'est un endroit où il n'y a pas de toit. C'est votre salle de bain, ciel ouvert. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Enfin, une de vos salles de bain. Oui, nous avons 2, effectivement. Et une des salles de bain, il est sur un terrasse qu'effectivement que si on l'avait laissé le toit, on n'aura pas pu être là parce que le toit aura été si bas. Que c'est un espace que tu pouvais que utiliser comme de stockage. Donc effectivement, c'est à la fois une gamme d'espace, si on veut, et il a cette faculté. Donc du coup, c'est un tout petit peu comme c'est comme des trous dans la neige. Et j'imagine que si on n'a pas la neige, on ne sait pas ce que c'est ça. Mais quand on vient de Suède, au moins pour moi, parce qu'avec le changement climatique, c'est plus comme ça. Mais quand moi j'étais enfant, on faisait pendant l'hiver partout et tout le temps, même dans le jardin et aussi quand on était en train de faire du ski, on faisait donc des trous avec un grand trou comme ça, dirigé vers le sud, un peu en pente comme ça. Et à l'intérieur de ces trous dans la neige, tu pouvais être en maillot de bain, carrément. Et tu pouvais être bronzé toute l'année. Ouais. Parce que forcément, le soleil, c'était les années 80, on savait pas, en fait, que c'était très, très, très dangereux pour la peau. Mais effectivement, ça coupe le vent et c'est comme un four soleil, en fait. Et c'est la même, nous avons créé donc cette trou de neige chez nous où c'est complètement au sud, coupé de vent complètement et c'est un endroit qui est chaud toute l'année. Et qu'il y a aussi cet enduit à la chaux blanc autour du mur. Donc, effectivement, ça envoie le soleil partout et c'est un endroit vraiment, même le 1er janvier, toutes les invités prennent toujours une douche et puis un bain où tu peux prendre un bain quand il pleut, c'est très très agréable. Et le plus important, je le raconte toujours, c'est très intime forcément, mais la nuit, si je me lève la nuit pour faire pipi la nuit, je vais et je suis sous les étoiles. Et donc chaque nuit comme ça, je vois les étoiles. Et ça, c'est aussi une capacité que l'architecture a, donc à la fois de nous libérer, de ne pas nous mettre à nos places, mais de nous libérer et de trouver d'autres choses, mais c'est aussi d'ouvrir des portes. Et cette porte-là, de cet univers, pour moi, si je me retrouve en Suède, parce que c'est le même ciel. Et effectivement, donc du coup, j'ai ce lien avec la Suède et je dis quand même je dis toujours, il faut être très très humble comme architecte et ça c'est pas très humble de dire, mais c'est pas moi qui l'a créé, donc j'ai le droit, mais je pense que c'est quand même la salle de bain avec la plus belle plafond du monde. Bah oui, non mais c'est... Enfin, franchement, moi, quand j'ai vu pour la première fois là, les photos de cette salle de bain, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, en fait, on est encore, et moi, tu vois, qui travaille quand même à libérer pas mal de choses, à ouvrir pas mal de portes dans mon cerveau, je me suis dit, mais c'est quand même fou. Enfin, faut oser se dire vraiment, qu'à cela ne tienne, je fais une salle de bain sans toi, et puis, après, vous êtes dans les Pyrénées, enfin, voilà, vous êtes aussi dans une région où vous n'êtes pas en Bretagne, mais j'adore parce que vraiment vous venez bousculer. Quand on voit ça, en fait, on se dit bah oui. Enfin, on a envie aussi. Je trouve que la façon dont vous le partagez, c'est beau. Et donc, quand on reçoit ça, on a nous aussi envie d'en faire quelque chose. Je sais pas comment te dire. Donc ça, c'est un cadeau, quoi. Donc merci pour ça. Et alors, du coup, est-ce que tu dirais que une maison vivante, elle est aussi capable de ressentir des choses, de ressentir le bonheur des gens qui y habitent, etc. Ouais, je pense qu'une maison, c'est comme la nature. Il est
vivante, parce que je pense qu'en fait, les sentiments, et c'est ça qui est peut-être très important de penser, je pense pas que nos sentiments sont à l'intérieur de nous. Ça, on le sent. Je ne sais pas si jamais si tu as pris l'avion avec quelqu'un qui a peur dans l'avion. La peur, par exemple, est très palpable. Il sort de ton corps. Et c'est pareil pour tous les sentiments. Donc, les sentiments, c'est pas quelque chose qui vient de moi. C'est entre les choses. Et effectivement, ces sentiments, c'est comme des mots sans mots. Et effectivement, donc du coup, forcément, entre maison et toi, il y a des sentiments. Et donc du coup, forcément, c'est des ressentis de deux côtés. Et c'est quelque chose aussi, on parle souvent, c'est qu'on regarde la nature. Et si on le regarde vraiment, si on l'écoute vraiment, il nous rend le regard. Pas tout le monde n'a pas eu la chance de vivre ça, mais tout le monde qui a vu le monde te rendre le regard, le cherche à nouveau. Et c'est effectivement d'établir le contact avec le monde. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est là qu'on comprend que oui, mes sentiments et le sentiment de la colline en face, par exemple, ou le sentiment entre le gars et moi, c'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur. Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu vois, je fais une petite parenthèse, 2 secondes pour parler de moi, mais ce que tu décris là, justement, ce sentiment de sentir qu'en fait, on est regardé par la nature, c'est très particulier. Et moi, je crois que je l'ai expérimenté là récemment, enfin, de prendre conscience de ça, tu vois, parce que je pense qu'il faut aussi être dans un état d'esprit un peu différent que ce que, en tout cas, moi, je pouvais être jusqu'à présent, il y a quelques temps encore, quand je regardais la nature ou que je me baladais dans la nature. Mais tu vois, j'étais en Espagne là, pendant quelques temps et je faisais beaucoup, beaucoup de balades. Et ce truc-là, en fait, de t'asseoir et d'être juste là et de regarder et en fait de percevoir vraiment que il y a quelque chose d'autre qui est en face et qui te renvoie ce que tu dis, hein, ce regard-là. C'est fulgurant. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est vraiment un truc dont on parle pas beaucoup, hein, et puis surtout qui s'explique pas beaucoup, enfin peu avec des mots en fait. Ouais. Mais c'est ça qui effectivement aussi, et c'est plus facile de le voir si on arrête de regarder la nature comme un objet et même les maisons comme un objet. C'est vrai que je comprends les gens qui regardent beaucoup dans les magazines et des choses comme ça et on voit les bâtiments comme une toute petite image. On peut évidemment penser que c'est un petit objet, que c'est comme ça qu'on le juge, mais quand même, c'est nous les tout petits qui vivent à l'intérieur. Donc, je ne sais pas, c'est comme eux qui devraient nous regarder comme des tout petits objets en fait. Et c'est pareil effectivement pour le paysage tout autour. C'est hyper beau. Bah justement, du coup, tu sais que donc ce podcast s'appelle Où est le beau et j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du beau. Alors Anna, est-ce que tu pourrais nous dire ce que pour toi ça évoque en fait et est-ce que c'est puissant pour toi le beau? Oui, je pense que c'est effectivement quand je disais que pour être un bon architecte, il faut rester enfant. Pour faire une bonne analyse d'un bâtiment, si on veut vraiment travailler bien et travailler dans l'économie et il faut arriver à le regarder pour la première fois. Regarder le monde pour la première fois, d'enlever tous nos préjugés dès le matin et de regarder pour la première fois. Et que je pense effectivement le beau se retrouve dans ce regard. Et c'est quoi ce regard? C'est ça aussi parce que tu m'as parlé de ça, de l'enthousiasme, d'être enthousiasmé, et cet enthousiasme qui donc peut être un peu, on peut avoir l'impression que c'est peut-être superficiel. Oui. Voilà, on peut dire, voilà, mais, oh là là, mais c'est sympa, tu es bien enthousiaste. Mais en fait, l'enthousiasme, c'est la grâce. Et effectivement, si toi, tu sens cet enthousiasme pour ces vieilles bâtiments, pour le Gave, pour les Pyrénées, et effectivement, comme je dis, les sentiments ne restent pas en place. Donc, ces sentiments, mon enthousiasme ne reste pas à l'intérieur de moi. Donc, je le partage. Et c'est ça la grâce. Donc, je partage la grâce. Et c'est ça, la beauté. C'est de partager ce qui est beau. Et je crois aussi, tu vois, que c'est même encore plus puissant dans le sens où quand tu partages,
et que du coup, les personnes auxquelles tu partages, donc nous, tu vois, on est saisis et émerveillés à notre tour de cette beauté. Je crois qu'après, on a envie aussi d'en prendre soin. C'est-à-dire que ce qu'on aime, on a envie de le protéger. On n'a pas envie que ça s'abîme, tu vois. Et il y a tout un mécanisme, j'ai l'impression, vertueux qui s'enclenche en fait à partir de ces sentiments-là profonds. Oui, c'est vraiment ça. C'est le bon endroit pour être, le bon endroit pour regarder. Mm. Alors, tu sais, à l'heure là où on questionne évidemment donc cette croissance au sens de PIB, hein, vous, du coup, on voit toutes ces voix qui s'élèvent en disant qu'on aimerait qu'il y ait d'autres sortes de croissance et qu'il y ait d'autres choses en fait qui commencent à croître vraiment. Je crois que toi, tu avais une proposition de 3 choses qui pourraient nous aider aussi à faire autrement. Est-ce que tu as envie de les partager avec nous? Et ce serait, je crois, une bonne conclusion pour ce podcast. Oui, oui, effectivement, c'est de changer la croissance entre trois. Donc, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé. Hein. La première chose, c'est la foi. C'est du croire et s'engager. Parce que la foi, c'est pas seulement du croire, c'est aussi de s'engager. Et donc, reprendre la foi en nous, de penser justement que nous pouvons changer le monde parce qu'on le fait si on le veut ou pas. Donc effectivement, c'est juste de reprendre cette pouvoir pour changer le monde comme on veut et pas juste se laisser aller par les intérêts de l'un et l'autre qui veut que tu achètes un sac à main. Donc ça, c'est la première fois. Et après, effectivement, de comment faire pour retrouver cette foi de croire et engagement, c'est l'espoir. Et cet espoir, comment on le trouve, je dis souvent que j'adore au Japon, l'architecture au Japon et la façon qu'on regarde les êtres humains au Japon, c'est que on ne voit pas l'âme mais le corps comme détaché. Ils font vraiment un. Donc ça suffit que je baisse ma tête et je deviens humble. Et effectivement, l'espoir, c'est aussi un mot suédois et en anglais aussi, effectivement. L'espoir en anglais, c'est hope. Et effectivement, donc en suédois, hop, ça veut dire sauter. Et donc, pour retrouver l'espoir, si vous l'avez perdu, il faut sauter. Et où est-ce que tu sautes? Tu sautes forcément dans le vide. Et c'est dans cette vide-là où tu retrouves l'inconnu. Et c'est cet inconnu qui peut faire que tu peux recommencer à chercher et que tu peux commencer à devenir plus vivant. Et après, le troisième, ce qui est le plus important de tout, c'est d'aimer cette recherche, d'aimer le monde. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important et que je pense effectivement qui manque, par exemple, quand on parle de tous ces programmes thermiques ou de programmes structure et tout ça, que l'ordinateur n'a pas ça non plus et il sait pas aimer. Et effectivement, pour comprendre le monde, ce que nous avons besoin de faire et comprendre nous-mêmes et comprendre ce qui est là, c'est pas en fait du tout ce que les gens te disent, c'est en fait tu aimes les choses que tu comprends. Non, c'est au contraire, et ça c'est pas moi qui l'a dit non plus, c'est Saint-Augustin, mais j'aime beaucoup ça. C'est il dit, tu peux seulement comprendre ou connaître par l'amour. Parce qu'effectivement, tu as à la fois ton engagement par le corps et par aussi cette incompréhension de monde qui est si grande. Et c'est que par l'amour que tu peux vraiment comprendre. Et donc, c'est 3 outils et on combine ça avec un peu de courage parce qu'il faut évidemment du courage pour être dans l'inconnu. Parce que c'est ça aussi. Fais confiance à ton voisin, fais confiance à l'un et l'autre, fais confiance à la nature. Il va pas t'envahir. Ouais. Oui, et puis quand tu dis aussi que cet inconnu qui nous fait peur, alors déjà, c'est très beau ce que tu viens de dire et je pense que on a besoin aujourd'hui que des personnes comme vous, des architectes, etc., posent ces mots et parlent de foi, d'espoir, d'amour, comme ça dans des métiers qui sont, tu vois, en tout cas aujourd'hui, de la manière dont on les aborde dans beaucoup de médias, magazines, etc., loin de tout ça, et en fait, c'est central. Et se remettre à naviguer dans un inconnu va peut-être aussi nous permettre de révéler, tu vois, en nous ce qu'on ignorait. Et parfois aussi se dire que, tu vois, souvent, c'est nos pires côtés qui sont aussi des côtés qui nous permettent d'avoir le plus de force et de devenir un peu le meilleur côté, quoi. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais oui. c'est dans cette zone-là qu'on arrive à le déclencher, ça. Sinon, ça n'arrive jamais, en fait. Non, mais c'est quelque chose que je dis souvent. Effectivement, on essaye, surtout quand on construit de ville, la ville, mais même les bâtiments, on essaye tellement d'enlever toutes les choses qui peuvent avoir nuisance
toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler, toutes les choses qui peuvent être mal, que finalement, on a enlevé toutes les choses qui sont bien aussi. Parce qu'effectivement, souvent, le pire et le bien sont ensemble. Par exemple, on se rencontre et c'est sympa, mais quand on se rencontre, on peut aussi commencer à discuter et ça peut faire du bruit. Donc, mais si on veut avoir une ville qui fait pas de bruit de tout, on se rencontre plus. Et donc, si on ne rencontre plus, comment créer la culture? Et nous nous retrouvons tout seuls. Et effectivement, donc du coup, il faut tout le temps réfléchir quand on enlève une chose, de qu'est-ce qu'on enlève qui est bien aussi. Et il y a ça aussi, effectivement. Est-ce que tu aurais la dernière question là que j'ai envie de te poser, c'est un message peut-être, tu vois, pour les jeunes architectes qui sortent de l'école ou les jeunes ou moins jeunes, hein, mais voilà, tous ces gens qui vont devoir aussi peut-être être les architectes de notre avenir commun. Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Oui, je pense que il y a vraiment ce chose-là. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, en tant qu'architecte, justement, quand on dit pour construire peu cher, pour rénover, par exemple, on est obligé de passer beaucoup de temps. Et on voit tout le temps, chaque fois qu'on fait un projet, il dit c'est super parce que on va pouvoir l'utiliser comme un modèle qu'on peut appliquer partout dans le monde. Et comme ça, on vit dans ce monde où tout le monde a envie de penser qu'une fois et après on le reproduit. Or, on ne peut pas. On est obligé de tout repenser chaque fois. Donc, chaque fois de repenser et chaque fois que tout est toujours neuf et rester débutante toute ta vie. C'est un travail de dingue de rester débutante. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et effectivement, quand les gens disent, oui, mais donc du coup, les architectes, ça doit quand même coûter cher. Et c'était drôle, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit, oui, mais qui veut payer pour que tu passes autant de temps pour regarder tout ce qui pousse déjà dans le jardin, pour passer autant de temps, de regarder le bâtiment, etc. Tout ça. Oui, qui veut? Mais en fait, c'est les gens qui ont déjà vu que l'économie est tellement énorme par rapport au temps passé. Parce que nous, les architectes, on coûte très peu cher, hein, quand même. Donc, effectivement, l'économie, ce qu'on peut gagner est considérable. Et après, c'est ça aussi que, au lieu les gens sont toujours prêts à payer pour que les gens fassent des maquettes en 3D, des images de fou et tout ça. Ça, les gens sont prêts à payer et payer des sommes hallucinantes. Et toutes ces choses qui a l'air très réelles est complètement hors sol, complètement hors sol et complètement détaché de réel et qui sert absolument à rien. Donc effectivement, il faut refuser il faut mettre l'argent au bon endroit. C'est pareil pour l'architecture et c'est pareil pour ton temps de travail. Parce que forcément, si je dis, allez, ici, on fait une fenêtre, une fenêtre qui est ronde. Et le client dit, ouais, non, mais je préfère pas. Je dis, ok, on le fait carré. Donc, tu as vu le temps que ça a pris? Si tu fais tout ça en maquette 3D, que tu veux la changer, je peux te dire que ça prend d'autres temps, quoi. Donc, effectivement, de faire confiance, c'est ça aussi. De te laisser les mots, utiliser les dessins, faire confiance et qu'on n'est pas obligé de tout montrer. Parce que c'est ça aussi qu'effectivement, si tu fais une maquette 3D et cette maquette 3D et ces images pour qu'ils soient vraiment valables et pour que tu crois, tu es obligé de les dessiner, mais un sur un. Et après, sur le chantier, surtout dans la rénovation, comment veux-tu que tu peux être à l'écoute de ton bâtiment et le changer? On parle tout le temps qu'on veut avoir une ville ou des bâtiments qui est flexible et qui peut évoluer dans le temps. Mais si tu n'es pas évolutif déjà dans la production, comment veux-tu que ton bâtiment soit évolutif plus tard? C'est aussi ce que tu nous appelles, je pense, ce qui serait bien qu'on arrive aussi tous à faire, c'est parce que pour être à l'écoute de tout ça, il faut sortir de nos conditionnements, tu vois. Et donc, à chaque fois qu'on peut avoir l'occasion, mais ça peut être tout le temps, enfin, dans la vie de tous les jours, à l'occasion de nos voyages, à l'occasion de week-ends, de vacances, dans les lectures qu'on fait, dans les choix, voilà, de sortir un peu de nos habitudes, parce que je pense qu'on est tellement englué dans quelque chose qui était un truc qui allait sur des rails. Malheureusement, pour être perméable à ce discours-là, en fait, à cette façon autre de voir les choses, il faut avoir un peu lâché prise sur le contrôle, sur le risque, voilà, et être, comme tu dis, plus dans la confiance. Mais ça, c'est vrai que c'est des exercices au quotidien dans des choses complètement improbables et même complètement futiles, hein, mais c'est un vrai
une vraie bascule de notre façon d'être, je trouve. Et Ouais. il faut qu'à chaque instant, on puisse se mettre en œuvre là-dedans, quoi. Mm. Merci beaucoup, Anna, pour tes beaux messages si importants que tu as pu nous délivrer dans ce podcast. Merci beaucoup. Merci Hélène pour l'invitation. Ça m'a fait beaucoup de plaisir.